Bonjour à tous et bienvenue dans Parlement Hebdo. Nous sommes ensemble pour 45 minutes d'actualité politique et parlementaire avec Perrine. Bonsoir. Bonjour. Et semaine sous tension, les bonnets rouges ne décolèrent pas, vent debout contre l'écotaxe et les plans sociaux qui touchent la Bretagne. Le gouvernement reste ferme et condamne les dégradations contre les biens publics. Bataille politique aussi autour du contrat Ecomove conclu pour récolter la taxe. Gauche et droite se renvoient la responsabilité du dossier. On parlera aussi des nouveaux mariés du centre, UDI Modem. Après 11 ans de séparation, Jean-Louis Borloo et François Bayrou ont scellé leur retrouvaille autour de l'alternative. C'est le nom de cette nouvelle alliance au centre. Et puis le plus de l'hebdo vous emmène au Quai d'Orsay dans les pas de Dominique de Villepin, incarné par Thierry Lhermitte. Le film inspiré de la BD éponyme est sorti cette semaine. Entre comédie et politique, les coulisses de la diplomatie française, on en parle tout à l'heure. Et avec nous cette semaine sur le plateau pour commenter cette actualité politique et parlementaire hebdomadaire, Chantal Joanneau, bonjour. Merci d'être avec nous, sénatrice, groupe UDI, bientôt UDI Modem, alternative UDI Modem. UDI-UC. UDI-UC, Donc vous ça changez pas de nom. déjà les deux, ça rassemblait déjà les deux tendances. D'accord. Eh bien écoutez, on va commencer la semaine, Katia. Avec une semaine qui commence par le deuil et l'hommage aux deux journalistes exécutés de RFI au Mali. Guylaine Dupont, Claude Verlon, morts en service. Pour l'information, les deux journalistes ont été enlevés puis exécutés à la sortie d'une interview d'un chef touareg. C'était le samedi 2 novembre à Kidal, dans le grand nord du Mali. Hommage unanime en France cette semaine au Parlement. Sénateurs et députés ont observé 1 minute de silence à la mémoire des deux reporters de RFI. L'acte a depuis été revendiqué par AQMI Al-Qaïda au Maghreb islamique. Accéder à la propriété n'est pas si simple en France. C'est ce que révèle une étude réalisée par le courtier en ligne Empruntis. Plus d'un Français sur deux possède son propre bien. Mais dans ce domaine, la France est en avant-dernière à l'échelle européenne. Julien Cholin. L'accès à la propriété reste aujourd'hui hors de portée du plus grand nombre. C'est le constat que dresse le Parisien aujourd'hui en France. D'abord, le prix d'achat moyen serait en hausse. Il atteindrait cette année 220 387 €, soit 10 000 € de plus en un an. Le journal tire également la sonnette d'alarme quant aux disparités territoriales. 220 000 € permettraient l'achat de 84 mètres carrés à Marseille, 68 à Lyon et seulement 26 mètres carrés à Paris. Des moyennes qui se basent sur les achats réalisés, car en réalité, le prix du mètre carré disponible serait plutôt à la baisse depuis 4 ans. Les classes moyennes, en revanche, se feraient plutôt rares parmi les acheteurs. En clair, seuls les ménages aisés continueraient d'acheter. Une réalité bien loin de la France de propriétaires à laquelle aspirait Nicolas Sarkozy en 2007. Problème, les avantages fiscaux à destination des acquéreurs mis en place sous son quinquennat n'auraient pas eu l'effet escompté. Si vous donnez un avantage fiscal sans créer d'appartements supplémentaires, vous allez juste surenchérir le prix des logements existants. Selon lui, le marché immobilier aurait surtout besoin de nouveaux logements, là où la demande est la plus forte. Créer sa maison, acheter son appartement, investir sur les 15 ou 20 ans ou 25 ans qui viennent, sont des actes forts, des actes de confiance forts. Et aujourd'hui, le climat est plutôt anxiogène. Reste donc à redonner confiance aux investisseurs et aux ménages. Voilà, on va passer maintenant au mardi avec ce rejet unanime et inédit au Sénat d'un projet de loi. Coup de théâtre donc mardi au Sénat, les sénateurs ont tous rejeté le projet de loi sur les retraites, socialistes compris. Il faut dire que le texte avait été totalement détricoté par les sénateurs et donc ne satisfaisait plus aucun des groupes politiques. Écoutez la ministre Marisol Touraine à sa sortie de l'hémicycle mardi, quelque peu désabusée. Ni financement, ni pilotage, ni mesure de justice, puisque le compte pénibilité a été supprimé, puisque le comité de suivi a été supprimé, puisque l'allongement de la durée de cotisation et le financement de nos régimes de retraite ont été supprimés. C'est un texte qui ne ressemblait plus à rien et qui ne pouvait donc pas être adopté par les socialistes. Et donc je me réjouis de cette situation qui est un peu absurde et que je regrette pour ma part, car j'aurais souhaité des débats sans doute
plus constructif. Mais de ce point de vue-là, le travail va se poursuivre avec l'Assemblée nationale. Chantal Jouanneau, 346 voix contre 0, c'est quand même une situation très inédite, voire presque absurde, comme le dit Marisol Touraine. À quoi a servi le passage au Sénat? Je pense que le gouvernement devra avoir la modestie de reconnaître que son texte était mal ficelé et s'interroger sur lui-même. Le vrai débat aujourd'hui, c'est que cette réforme rejetée à l'unanimité, enfin je veux dire c'est le seul record que le gouvernement détient, et on a un gouvernement qui nous dit non mais bon bah tant pis, hein, le Sénat sont des incompétents, donc on va les discuter avec l'Assemblée nationale, et le Sénat ne sert à rien. Donc le vrai débat aujourd'hui c'est un débat démocratique. Il faut que le gouvernement assume ses responsabilités et nous dise est-ce que le Sénat ne sert à rien? On rejette le PLF, on rejette le PLFSS. Et ça n'a aucune conséquence démocratique. C'est un véritable déni de démocratie. Mais le Sénat est très affaibli du fait de sa majorité instable. Il y a seulement 6 voix d'avance pour la gauche. C'est le gouvernement qui est très affaibli, c'est pas le Sénat. Ça, c'est une réalité démocratique. Le Sénat reflète une réalité démocratique. Le gouvernement n'en tient pas compte. La ministre sort et dit ça n'a aucun intérêt, de toute façon on ira discuter à l'Assemblée nationale. C'est très exactement c'est de dire finalement c'est l'Assemblée nationale qui va peser. C'est très exactement ce qu'elle vient de nous dire. Donc aujourd'hui, on a un choix démocratique à faire. Si on considère que le Sénat ne sert à rien, ce qu'elle vient de nous dire, dans ce cas-là, il faut le supprimer. Mais il faut le dire. Vous mettez en cause la méthode de Marisol Touraine. Ah bah, très clairement, quand on en arrive là, mais c'est incroyable. Et en plus, moi ce que je trouve, enfin j'ai été ministre, on ne se pose même pas la question. On ne dit même pas, bon bah écoutez, c'est tellement grave et le sujet est tellement important pour notre pays qu'il ne peut pas être aussi clivant, qu'il faudrait que justement, on reprend le travail. On se remet autour de la table. Alors on va parler d'un sujet qui vous concerne, puisque mardi, c'était jour de mariage. À 17h, l'UDI de Jean-Louis Borloo et le Modem de François Bayrou annoncent l'union de leur parti, retrouvailles des centristes dispersés au fil des élections et des scissions. Le mariage a été célébré à la mutualité, sous la pluie. Les mariés de novembre, c'est un sujet de Ravica. Ils sont arrivés ensemble. Conférence de presse commune pour Jean-Louis Borloo et François Bayrou qui scellent leur retrouvailles après 11 ans de séparation. Nous avons décidé de nous rassembler, de rassembler toutes nos forces face à la situation de désarroi et de désespérance de notre pays. Et nous avons choisi au contraire de faire une œuvre de construction et qui débute évidemment par une œuvre de conciliation ou même de réconciliation. Voici donc l'alternative. Alternative au PS, à l'UMP, mais surtout au Front National. Les deux têtes d'affiche ont présenté la charte sur laquelle ils travaillent depuis des mois. Objectif commun, les municipales, les européennes, mais aussi la présidentielle. Pour les municipales, certaines alliances locales avec le PS risquent de raviver les tensions entre les deux camps. Grands absents du jour, François Sauvadet et Jean-Christophe Fromentin qui critiquent ce manque de clarté du Modem à l'échelle locale. Les autres ténors saluent la nouvelle alliance. C'est le premier jour aujourd'hui, c'est une démarche de rassemblement. Je crois qu'ils voient la bonne foi des uns et des autres. Ils voient que partout où il y a des divisions ou des mises en question ou des dissensions idéologiques, au fond il y a un endroit de la vie politique française, c'est le centre, où on est en capacité de se rassembler. Même si nous avons eu des différences, deux hommes politiques se rassemblent, deux mouvements se rassemblent au centre de la vie politique française. Je crois que c'est une preuve de bonne foi, mais c'est le début de l'histoire qu'on va écrire. Les deux hommes assurent qu'ils iront ensemble jusqu'à l'élection présidentielle, mais une inconnue, lequel des deux sera candidat dans 4 ans? Chantal Jouanneau, vous ne craignez pas un hold-up de François Bayrou sur l'alternative qui va chercher finalement à se refaire une santé politique alors que le Modem était vraiment en perte de vitesse? Le premier point qui est quand même formidable dans le contexte politique, c'est que alors que tout le monde se divise, on se rassemble. Ça change, très honnêtement, ça change, surtout après le précédent sujet. On va voir combien de temps ça tient. Oui, mais enfin, très honnêtement, aujourd'hui, dans le contexte politique où on est, je pense qu'on n'a même pas le droit de ne pas essayer. Voilà. Donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui c'est garanti, ça va fonctionner, ça va marcher. J'ai jamais été dans la langue de bois, je ne vais pas l'être aujourd'hui. Mais on n'a pas le droit de ne pas essayer. On n'a pas le droit de ne pas expérimenter cette nouvelle voie et puis de ne pas poser sur la table des nouvelles idées. Personne ne pose sur la table des nouvelles idées. Même si l'identité politique de l'alternative reste un petit peu floue, centre-droit, centre-gauche. L'identité politique, elle est très claire. Je veux dire, il y a un élément qui nous rassemble et qui ne rassemble personne, c'est l'Europe. Donc déjà, avant de parler des élections présidentielles, on va parler d'Europe. Ce qui est quand même la grande élection de l'année dont personne ne parle parce qu'il y a les municipales, mais enfin aujourd'hui l'essentiel des responsabilités sont en Europe. Et ça, on a un discours très clair. On a toujours eu les mêmes discours sur le plan économique. On a toujours eu les mêmes discours sur le plan écologique.
Et ça, c'est marrant parce qu'en général, on parle d'hommes, on parle rarement des idées. Oui, mais bon. sur le plan de l'identité quand même, vous dites la ligne est très claire. Alors François Bayrou ne veut pas dire le mot que l'alternative, c'est bien Jean-Louis la Borloo famille de centre droit. Jean-Louis Borloo n'aurait jamais signé, et c'était une condition très claire pour lui, si l'alliance naturelle de ce rassemblement, l'alternative, n'était pas la droite Donc ça, vous le dites républicaine. bien clairement. C'est très clair, c'est écrit, c'est noir sur blanc, c'est dans la charte. Et l'alliance fonctionnera donc d'abord aussi sur le terrain des municipales. Ça veut dire que là aussi c'est clair. Il faut que l'alliance fonctionne sur le terrain des municipales. Voilà, à Paris, il y a un conseiller MoDem qui a rejoint le Parti socialiste. Il a toujours voté avec le Parti socialiste. Il est fidèle à ses... non, c'est pas un cas à part. Il est parti avec les partis socialistes. En revanche, les MoDem sortant dans certaines municipalités qui avaient fait alliance avec le Parti socialiste pourront reconduire cette alliance pour les prochaines municipales? Ça dépend beaucoup des contextes locaux. Très honnêtement, ça dépend beaucoup des contextes locaux, mais on aura toujours des alliances très très claires. Ça dépend des histoires, ça dépend de reconduction. Mais là, très honnêtement, par exemple à Paris, on avait un MoDem qui était MoDem et qui maintenant part avec le Parti socialiste. Il ne fait plus partie de l'alternative. Mais à Dijon, par exemple, avec François Rebsamen, est-ce que les MoDem sortants pourront reconduire leur alliance avec François Rebsamen pour les municipales de mars prochain? A priori, c'est un gros point de débat qui explique la position de Sauvadet. Alors, écoutez, je vous propose de voir comment la nouvelle alliance est accueillie à l'UMP et dans les rangs du Parti socialiste. Réaction recueillie par Elsa Mondingava et Rabika. Je ne veux pas faire d'ingérence dans un couple qui vient de se former. Laissons-les avancer. J'ai un peu de mal à voir quelle est la ligne politique, mais voilà, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Si ça donne un peu plus de tonus à l'opposition, si ça nous donne d'autres idées, si on est capable de construire ensemble quelque chose, pourquoi pas. L'UMP a été constituée pour unir la droite et le centre. Il y a quelques mois déjà qu'on a compris que la droite n'était pas unie. Et maintenant voilà le centre qui s'en va. Vous savez, la vie du centre... Voilà, c'est un segment de la droite qui se recompose. Après, c'est leur affaire. C'est la droite. Qui vivent leur vie. Voilà, et François Bayrou a annoncé cette semaine qu'il allait être candidat au municipal à Pau en mars prochain. L'UMP va sans doute lui mettre un candidat en face. Alors, est-ce que c'est déjà la guerre entre l'alternative et l'UMP, qui est quand même le principal parti d'opposition? Il faut voir qui est le mieux placé. A priori, c'est François Bayrou qui est le mieux placé pour... justement tenir et porter l'opposition. Dans ses commentaires, mais dans ses commentaires, il y en a un qui voit clair, c'est Éric Woerth. Voilà, très clairement. Enfin, franchement, ces petites guéguerres d'hommes, nous, on arrive à marier les hommes. C'est quand même quelque chose que... Voilà, on a été les premiers à marier des hommes, quelque chose dont l'UMP pourrait s'inspirer. Mais très honnêtement, le vrai débat aujourd'hui, c'est comment on apporte des idées nouvelles sur la table, comment on conduit l'opposition, comment on arrête... Enfin, le vrai débat aujourd'hui, c'est que les personnes arrêtent d'être convaincues par des populistes, quoi. C'est ça le vrai débat. Vous posez comme une alternative. Est-ce que c'est aussi une alternative à l'UMP? Quel est votre positionnement par rapport à l'UMP? L'UMP est notre allié naturel dès lors qu'elle est républicaine. Par contre, une UMP localement qui ferait des alliances ou qui suppose qu'il serait d'accord pour des alliances avec le Front National n'est pas notre allié naturel. Trop à droite. Qui prendrait clairement position pour le Front National ou qui ouvrirait sa porte ou qui laisserait sa porte ouverte, comme on a pu l'entendre récemment, et ce qui nous a amené à dire que le centre n'avait plus sa place de toute façon, les humanistes au sein de l'UMP. Ça non, il n'y a pas d'alliance possible. C'est très clair. Et pour 2017, est-ce que les choses sont déjà définies? Est-ce que vous avez envisagé pour choisir lequel des deux portera le centre? Est-ce que c'est précisé dans la charte? Est-ce qu'il y aura des primaires, par exemple? Nous, on fait de la politique autrement. Donc, on n'arbitre pas aujourd'hui notre candidat pour 2017 selon des procédures qui seraient des procédures obscures. Donc, il y aura un mode d'élection démocratique, probablement des primaires, probablement, parce que c'est le plus démocratique a priori. C'est pas écrit noir sur blanc parce que, honnêtement, on n'avait pas envie que les journalistes se focalise trop sur ce point. Mais bon, on sait très bien que ça vous préoccupe. C'est bon signe. On poursuit la semaine, Chantal Joanneau, avec la polémique autour d'Ecomove, la société chargée de collecter l'écotaxe et d'installer les portails électroniques. La gauche dénonce les clauses du contrat signé sous la droite. Le groupe socialiste du Sénat demande la création d'une commission d'enquête et le parquet de Nanterre a rouvert le dossier Rahabika. Suspendu la semaine dernière, l'écotaxe n'en finit pas d'agiter l'hémicycle. C'est maintenant le contrat d'Ecomove, la société en charge de la collecte de l'écotaxe, qui est remis en cause. Les ministres dénoncent entre autres la part importante versée à Ecomove pour collecter l'impôt. Oui, vous avez peu de mémoire. Vous qui, lorsque vous étiez au gouvernement,
avait fait le choix d'un partenariat public-privé signé par Mme Kosciusko-Morizet avec l'entreprise Ecomove. Ce qui est clair, c'est que ce contrat est déséquilibré en faveur du partenaire privé, ou en tout cas qu'il y a là un facteur qu'il faut examiner. Le contrat signé par l'ancien gouvernement embarrasse l'UMP. Jean-François Copé, après avoir dénoncé le coût aberrant de l'écotaxe, accuse la gauche de faire diversion. Je ne suis pas dupe de l'écran de fumée que mettent les socialistes à vouloir mettre en avant la question de la gestion de la collecte, dont on peut considérer qu'il est élevé. Je voudrais aussi que les socialistes se souviennent que les collectivités territoriales ont toutes voulu bénéficier de l'écotaxe et la mettre en œuvre le plus rapidement possible. Thierry Mariani, ancien ministre des Transports, mis en cause pour avoir signé le décret d'application de l'écotaxe en mai 2012, reproche aujourd'hui au gouvernement son manque d'honnêteté. Ça fait 1 an et demi que la gauche est au pouvoir. Ça fait 1 an et demi qu'ils connaissent ce contrat par cœur. Ça fait 1 an et demi que les responsables des collectivités locales de gauche attendent que de toucher l'écotaxe pour leur collectivité. Les élus socialistes viennent d'approuver la création d'une commission sénatoriale. Elle tentera de faire toute la lumière sur le contrat signé entre la précédente majorité et la société Ecomove. Chantal Joanneau, chacun se renvoie la responsabilité de ce dossier, ce qui génère cacophonie et tumulte. On a du mal à comprendre pourquoi tout le monde à l'époque était d'accord et aujourd'hui plus personne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un concours d'hypocrites. Bah, écoutez, vous avez raison de rappeler qu'en 2008, vote à l'unanimité. Puis on peut aussi rappeler, accessoirement, en février 2013, le débat est remis sur la table parce qu'il y avait un problème de système de compensation, enfin de paiement forfaitaire, revoté à l'unanimité. Non, mais vote à l'unanimité sur le Grenelle, mais sur la disposition, même dans le projet de loi de finances, par exemple, les sénateurs de Bretagne avaient voté contre sur l'écotaxe, février 2013, vote à l'unanimité sur le principe du paiement forfaitaire. Donc quand même, ils ont tous la mémoire courte. Le principe de l'écotaxe est un très bon principe, parce que je rappelle quand même que les 25% des 600 000 poids lourds qui sont des poids lourds en transit, qui traversent notre pays aujourd'hui, ne payent rien. Donc vous êtes pour son maintien? Je suis pour son maintien. Le vrai débat aujourd'hui, c'est que cette affaire Ecomove masque le fait qu'on va abandonner cette écotaxe, mais qu'on ne veut pas le dire, tout simplement. Et le débat sur Ecomove, mais c'est grotesque quand même. Les radars automatiques, comment on fait? On recourt à une société privée. Est-ce que 25% c'est beaucoup? Vous regardez les autres pays, il y en a qui font moins, il y en a qui font plus. Il y en a pour lesquels c'est plus. Ça vous surprend que l'enquête soit rouverte? Mais puis en plus, bon, le gouvernement veut rouvrir une enquête, mais très bien, enfin, ça fait 1 an et demi qu'ils auraient pu le faire. Donc, qu'ils fassent cette enquête, mais qu'ils nous disent comment ça se passe dans d'autres pays, qu'ils nous disent aussi combien ça coûterait si c'était l'État qui prélevait. Combien ça coûterait? Est-ce que ce serait 25% ou pas? Après tout, très bien qu'on fasse la clarté sur l'ensemble des taxes, mais à taxes comparables, évidemment, une taxe qui est prélevée sur plusieurs points dans le territoire. Mais franchement, c'est un concours d'hypocrite. Quand on dit, effectivement, il fallait remettre les choses sur la table. Quand Jean-Louis dit, il faut apaiser les choses, il a raison. Mais là, aujourd'hui, on se prépare juste discrètement à dire que c'est encore une mesure écologique qu'on va abandonner, parce qu'on a pris 32 milliards de prélèvements obligatoires sans que personne ne bouge, mais ça, parce que c'est écologique, c'est insupportable. Et François Rebsamen qui demande une commission d'enquête au Sénat, vous soutenez cette demande pour y voir un petit peu plus clair? Est-ce que vous aurez envie de participer à cette commission d'enquête? Mais qui veulent faire la clarté, très bien d'ailleurs, mais je vous le dis, ils auraient pu le faire, ça fait 1 an qu'ils sont au pouvoir, 1 an et demi qu'ils sont au pouvoir, ils pouvaient le faire. Bon, voilà, que le dossier est ouvert. Mais le vrai débat, c'est qu'ils veulent simplement abandonner cette écotaxe. Il faut le dire. Il faut le dire. Quand on laisse un portique se faire démonter, c'est qu'on veut l'abandonner. Alors justement, on va revenir sur cet imbroglio autour d'Ecomove pour essayer de comprendre les dessous de ce contrat. C'est notre zoom économique de la semaine. Bonjour Jean-Louis Gombaud. Bonjour Perrine, bonjour Katia, bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que l'État peut remettre en cause, puisque visiblement c'est le souhait de Pierre Moscovici, ce partenariat conclu avec Ecomove? Ça lui coûtera cher. D'abord, c'est un premier point. Donc là aussi, puisqu'on parle de coûts, il va falloir comparer les coûts de la poursuite du processus et les coûts du fait que la France renierait sa signature, pour peu évidemment que la commission d'enquête et le parquet concluent au fait qu'il n'y a rien. Et je pense qu'il n'y a rien. Donc, mais à partir de là... Ça sert à rien de rouvrir les dossiers. Ça sert à rien. Ça sert peut-être à tranquilliser la population qui saura, à travers les commissions d'enquête, si je ne me trompe pas, qu'en fin de compte, il n'y a rien. Bon.
Mais ça pose le fait qu'il n'y ait rien, s'il n'y a rien, ce que je ne sais pas évidemment, s'il n'y a rien, ça pose quand même deux problèmes. L'un que vient d'aborder Madame Joanneau sur la question de la taxe écologique et l'autre sur le principe même du partenariat public-privé. Partenariat public-privé qui est une innovation, une invention anglaise et qui se répand partout, notamment dans la ville de Monsieur Hérault, qui s'appelle Nantes, avec le fameux aéroport contesté par les écologistes cette fois, mais je ne parlerai pas de la question écologique, mais de la question financière. Qu'est-ce que c'est que le partenariat public-privé? C'est un moyen pour l'État de masquer sa crise financière. C'est-à-dire qu'on confie, et Mme Joanneau là-dessus a raison et tout le monde sera d'accord avec elle, si c'était l'État qui le faisait, ça aurait coûté très cher, il n'aurait pas les moyens de le faire. Et pourquoi le fait-il? Parce qu'en fait, il recourt à une société privée parce qu'il n'a pas les moyens de le faire et il transforme en réalité ce qu'on aurait fait, ce qui se serait appelé créance, si c'était endetté pour faire lui-même le processus, on transforme ça en loyer. Mais au bout du bout, ça revient exactement à la même chose. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à faire, c'est si l'État n'a pas les moyens de mettre sur pied une taxe écologique de cette nature, faut-il le faire avant de rétablir ses finances publiques? François Bayrou a dit que ça nous renvoyait à une époque, à l'époque des fermiers généraux de la monarchie. Est-ce que c'est normal pour vous qu'une société étrangère et privée collecte un impôt français? C'est pas choquant ça? C'est choquant dans le principe, mais en fait ça existe déjà avec la TIPP, voire même la TVA. Donc, mais là, c'est un peu plus, on franchit quand même un stade, c'est-à-dire qu'on confie à une société privée de recouvrir le territoire de portique et de gérer, non seulement mais de gérer le processus. Alors, je voudrais quand même aborder un point qu'a abordé Mme Joanneau, qui est tout à fait pertinent et qu'on doit discuter. Sur la taxe écologique. Est-ce que les taxes écologiques ont démontré quelque part leur efficacité? Parce que ça, c'est un problème. L'Allemagne a adopté le système pour un prix comparable. Vous avez parfaitement raison, c'est vrai. Les Suisses aussi. J'ai regardé, grosso modo, les chiffres. Pourquoi ça ne marcherait pas en France, Chantal Joanneau? C'est pas ça, c'est pourquoi ça ne marche pas tout court. Alors ça marche, si, ne dites pas ça, ça marche, ça réduit quand même le trafic en transit, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais ça marche. Ah, c'est important de regarder ça de près, madame. Ça marche, il y a quand même 6 ou 7 pays maintenant qui l'ont fait, donc et ça fonctionne. Ils ont réduit le nombre de poids lourds en transit. C'est ça le point très important. De poids lourds en transit, 25%. C'est énorme. La France est un pays de transit parce que justement, on est l'un des pays qui ne fait rien et qui ne taxe pas les poids lourds qui sont en transit. Mais est-ce que ça permet de développer finalement des moyens de transport alternatifs? Bah oui, parce que le financement, il y a 700 millions qui vont à l'agence justement de financement des infrastructures de transport dont on a besoin. On a besoin si on veut faire du transport collectif. Si vous regardez l'histoire allemande, ils ont leur taxe écologique Ecomove, Ecotax, depuis 10 ans. Le rail n'a pas progressé. Le rail, alors qu'ils ont le même principe que le nôtre. Je veux dire, la question écologique est absolument majeure. Le transit a baissé. Oui, parce que la croissance a baissé. Non, en Allemagne. Attendez, l'Allemagne, on aimerait bien se porter aussi bien que l'Allemagne. Non, mais le transit a baissé. Le pas du routier par rapport au rail n'a pas bougé en Allemagne. Vous vérifierez depuis une dizaine d'années. Et chez nous, engager le débat aujourd'hui. Mais enfin, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Louis Gombaud pour votre éclairage et pour cette question effectivement importante. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur est-ce que c'est la fin ou pas de la fiscalité verte. Oui. En deux mots, Chantal Joanneau. Et après on va avancer dans la semaine. Que de toute façon, ce qu'on appelle la taxe carbone, c'est une taxe purement symbolique parce qu'elle est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire. On abandonne toutes les mesures écologiques les unes après les autres. Donc, c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol fiscal, mais qui est très légitime, très légitime, mais c'est toujours l'écologie qui en fait les frais, toujours. Parce que gauche et droite confondues n'y croient pas. Et les Bretons, en tout cas les bonnets rouges n'y croient pas non plus. Chantal Joanneau, les Bretons, attendez, je suis mariée à un Breton, donc les Bretons ont une identité forte. En tout cas, les bonnets rouges mènent la fronde contre Matignon. Ça s'est passé mercredi. Une journée marathon à la préfecture de Bretagne. Le préfet reçoit les différents acteurs de la contestation pour élaborer un plan pour l'avenir de la Bretagne. Autour de la table, des représentants syndicaux aux revendications très différentes. Le gouvernement reste toutefois très ferme. Jérémy Hartmann. Les acteurs bretons se sont réunis pour tenter de mettre sur pied un plan pour l'avenir de la région. Après 6 heures de débat, le préfet de Bretagne est sorti optimiste. Une des expressions qui a été employée,
et qui n'a été contesté par personne, c'est non au coup de force. Les conditions sont remplies pour qu'on dialogue et qu'ensemble, collectivement, on construise ce pacte d'avenir. Pourtant, certains syndicats se disent déçus de cette première rencontre. Force ouvrière a même claqué la porte. Accompagner la détresse, accompagner la formation, c'est une chose. Empêcher les licenciements, c'en est une autre. Et c'est ça qu'on est venu chercher. Pour l'instant, on ne l'a pas obtenu. Au même moment, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre affichait sa fermeté. Jean-Marc Ayrault a rejeté l'ultimatum des bonnets rouges et affirmé que les auteurs de violences seront convoqués devant la justice s'ils sont identifiés. Quel que soit le bien public, un portique, un radar, que ce soit une école, un équipement sportif, que ce soit dans une région, dans un département, une ville ou un quartier, ce n'est pas acceptable, c'est contraire aux lois de la République. Mais le débat ne se cantonne déjà plus à la Bretagne. Le risque de contagion est réel. Dans le Lot-et-Garonne, une borne de paiement écotaxe a été détruite par un incendie volontaire. Est-ce que vous comprenez la colère et les revendications des bonnets rouges bretons et aussi tous ces débordements et toutes ces violences qui sont commises un peu partout dans la région? Je comprends cette colère, pas contre les écotaxes, mais globalement, elle n'excuse pas les débordements, parce qu'on est quand même dans une république, et si on commence à excuser les débordements, je pense qu'on prend tous collectivement de gros risques. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est un problème structurel pour la Bretagne, c'est que les 700 000 porcs qui sont élevés en Bretagne sont ensuite transformés en Allemagne. C'est ça le vrai sujet, et c'est le manque d'Europe derrière tout ça. C'est aussi un problème européen. Ah, c'est un problème européen. On a un problème d'harmonisation fiscale et sociale au sein de l'Union européenne, qui fait qu'au sein de l'Union européenne, on pratique le dumping social. Donc c'est nous, quand on dit à l'UD on veut plus d'Europe, c'est justement pour éviter ça. Est-ce que c'est pas un problème français aussi, la France qui a pas forcément bien négocié ce dossier à Bruxelles? Est-ce que c'est pas ça aussi? Certainement, mais pourquoi? Parce qu'on n'est pas très présent à Bruxelles. Alors que les Allemands, eux, ont pu défendre leurs intérêts. Présents. Mais nous, on est mal présents. On renvoie à chaque fois qu'on a un problème, on renvoie ça vers l'Europe. On dit que c'est de sa faute. Mais voilà, faisons confiance à l'Europe aussi pour trouver des solutions. Est-ce qu'il y a un risque de contagion sociale à d'autres régions françaises? Je pense que la situation économique est tellement dramatique. Et la dégradation de la note française par Standard & Poor's, justement, confirme cette situation dramatique et qu'on ne prend pas la bonne voie, que le risque de contagion est fort. Mais on n'a pas à le souhaiter. C'est-à-dire que je ne le souhaite pas pour le gouvernement. On change de sujet, Chantal Joanneau. Avec cette question, la France est-elle raciste? Le débat a rebondi 10 jours après les insultes dont a été victime Christiane Taubira. Il aura donc fallu du temps avant que les réactions tombent, des dénonciations tardives, selon la garde des Sceaux, qui regrette l'absence d'une voix forte face à la résurgence des propos racistes en France. Regardez ce reportage de Jérôme Rabier. Comparé à un singe par une candidate FN, huée mais surtout accueillie avec des bananes lors d'un déplacement à Angers, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, subit depuis plusieurs mois des attaques racistes. Exaspérée, elle a décidé de sortir du silence lors d'une interview au journal Libération. Elle y dénonce une attaque au cœur de la République, rappelant que le racisme n'est pas une opinion mais un délit. Regrettant le manque de réaction jusqu'à présent, elle a profité du Conseil des ministres pour s'inquiéter de cette résurgence de propos racistes dans la société. Je sais que lorsqu'on s'autorise à tenir de tels propos, on met en danger des millions de personnes dans ce pays. Elle a immédiatement reçu le soutien du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble de ses collègues du gouvernement. Nous avons une grande histoire, la France. Nous partageons des valeurs et donc nous devons tous condamner ces propos. Mais c'est à l'Assemblée que le soutien à la ministre a été le plus remarqué, avec une standing ovation que lui ont réservé les députés de la majorité. Et merci à tous les députés qui ont manifesté d'une façon ou d'une autre leur réprobation de telles pratiques et de tels propos. Un remerciement adressé après l'intervention du président du groupe UMP à l'Assemblée, Christian Jacob, pour dénoncer les attaques racistes avec la plus grande fermeté. Mis à part le Front National qui y voit une manière de faire diversion dans un moment politique difficile pour la majorité, une sorte d'union sacrée des groupes politiques semble se dessiner contre la multiplication des attaques racistes dont Christiane Taubira fait l'objet et qui relance la question du racisme dans la société française. Et Chantal Joanneau, pourquoi Christiane Taubira suscite finalement tant de haine à votre avis ? Non, mais d'abord, il y a eu standing ovation aussi des membres du groupe du centre. Je veux dire qu'on a été très clair parce que c'est... Et vous regrettez que l'UMP ne se soit pas levé pour soutenir la garde des Sceaux ? Ils ont eu des propos, ils auraient pu se lever. Mais bon, ils ont eu des propos très clairs parce que c'est un membre de la République, c'est un membre du gouvernement et puis c'est du racisme. Elle l'a très bien dit, ça n'est pas une opinion, c'est un délit. Est-ce que la France est raciste ?
La France en ce moment est fragile et je pense que effectivement, bon, j'en avais déjà parlé, mais je pense qu'effectivement, il faut être très très clair sur le fait que la France, c'est par son métissage qu'elle a été un très grand pays. Toujours. Vous regardez toute l'histoire de la France, vous regardez l'époque de la Renaissance, c'est justement parce qu'on a apporté des idées neuves et du sang neuf qu'on a été un grand pays. Est-ce que vous constatez, vous, une montée des actes et des comportements racistes autour de vous? Non, pas autour de moi, mais je constate quand même qu'il y a une très très grande libération de la parole. Et c'est dû à quoi? Immense. Selon vous? Immense. Qu'est-ce qui Est-ce que le pays se droitise, entre guillemets? Est-ce que les débordements des uns ont autorisé les débordements des autres? Il y a probablement des deux. Mais à contrario, on a l'impression que parfois aussi la parole des politiques se ferme par peur de faire monter le Front National sur ce genre de sujet. Que les politiques seraient prudents pour ne pas apporter un soutien rapide. Je crains que parfois la petite politique ne l'emporte sur l'intérêt général. Alors Chantal Joannon, on va passer à jeudi avec une autre question de société très sensible, la question de la prostitution. Pénaliser la prostitution, c'est l'objectif d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale. Elle doit être examinée fin novembre. Le débat a été relancé la semaine dernière avec la publication du manifeste des 343 salauds contre la pénalisation des clients de prostituées. Avec ce slogan « Touche pas à ma pute », retour sur cette polémique avec Flora Sauvage. Touche pas à ma pute, c'est le titre du manifeste des 343 salauds publié dans le magazine Causeur. Parmi les signataires qui défendent les clients des prostituées, il y a l'écrivain Frédéric Becbédé ou l'éditorialiste Éric Zemmour. Pour eux, chacun a le droit de vendre librement ses charmes et même d'aimer ça. On a dit, voilà, vous voudrez pénaliser les clients, donc on déclare nous sommes tous clients. C'était ça la démarche. Au syndicat des travailleurs sexuels, le manifeste a fait un tollé. Je pense que c'est vraiment contre-productif, que c'est des personnes qui sont soit ouvertement réactionnaires ou qui en tout cas ne sont pas dans une approche féministe ou des droits des travailleurs du sexe. Ça, c'est les affiches qu'on fait pour des manifs. Si la polémique enfle depuis plusieurs semaines, c'est qu'une proposition de loi socialiste vise à pénaliser les clients des prostituées. Pour la ministre des Droits des Femmes, les personnes qui se prostituent sont pour la plupart des victimes de réseaux. 90% aujourd'hui des personnes en situation de prostitution sont des victimes de la traite, des réseaux, de l'exploitation sexuelle. Est-ce qu'il faut fermer les yeux sur cette situation en se disant que c'est une fatalité, que comme certains le disent, la prostitution serait le plus vieux métier du monde? Ou est-ce que, au contraire, le progrès, c'est pas justement de construire une société avec un cadre dans lequel on dit ce qui n'est pas tolérable, ce qui n'est pas admissible? La proposition de loi prévoit de sanctionner les clients des prostituées par une amende de 1 500 € et de supprimer le délit de racolage public. Une proposition qui va dans le bon sens pour les associations féministes. En pénalisant le client, on va en fait agir sur la demande qui entretient l'offre et donc en fait inverser également la charge pénale puisqu'actuellement en France, depuis une loi de 2003, avec le racolage passif, ce sont les prostituées qui sont vraiment en danger. Mais pour les opposants à la pénalisation des clients, la proposition de loi se trompe de cible en oubliant au passage les proxénètes. Alors votre position, Chantal Joannon, est claire sur ce sujet. Vous êtes pour l'abolition de la prostitution. Vous le dites dans une tribune co-signée avec Roselyne Bachelot, Martine Billard ou encore Guy Geoffroy de l'UMP. Une tribune publiée vendredi dans le journal Le Monde. La prostitution est une réalité inacceptable dans la République. Ce que dit cette tribune. Pour vous, il n'y a pas d'autre solution, d'autre choix que la pénalisation? La responsabilisation du client. C'est pas la pénalisation de la prostitution, c'est la responsabilisation du client. Moi, j'ai fait un rapport qu'on a rendu il y a très peu de temps sur la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées. Un rapport du Sénat. Un rapport du Sénat, donc indépendamment de la question de trancher, de savoir si les clients devaient être pénalisés ou pas pénalisés. C'est une situation catastrophique. Est-ce que signe les 303 ou 343, je ne sais pas combien ils sont, salauds, ils appartiennent juste à une autre époque, à une époque où la prostitution était effectivement peut-être le fait de personnes françaises plus ou moins choisies, parce que je ne sais pas si vous avez des enfants, mais je ne suis pas sûre que ce soit l'avenir que vous souhaitiez pour vos propres enfants. Or, aujourd'hui, cette prostitution, c'est à 90% une prostitution de réseau, d'une violence inacceptable. Et s'il y a quelques-uns aux travailleurs, et quelques-uns parce qu'on les connaît tous,
Ils sont très peu nombreux. Et vous pensez bien aux travailleurs du sexe qui viennent s'exprimer en disant mais non, c'est pas comme ça. Mais vous pensez bien que la très grande majorité qui est victime de réseau ne va jamais s'exprimer. Elles sont en danger de mort si elles s'expriment. Donc le vrai débat aujourd'hui, c'est que si on ne change rien, c'est comment les protéger. Et comment renforcer la lutte contre ces réseaux. Exactement. Si on ne change rien, on fait le jeu des réseaux. Et la France est une terre d'exportation de prostitution très clairement aujourd'hui. Ce qu'on a proposé, c'est d'inverser complètement. C'est de bien voir que la prostituée est d'abord une victime, de s'inspirer de la loi italienne pour ce faire, donc de la protéger au sens propre, et au client de lui dire attention, vous contribuez à ce système. Donc c'est pas la pénalisation parce qu'on ne va pas les mettre en prison les clients, mais c'est au moins par une contravention leur dire votre argent sert au réseau. Mais comment faites-vous pour les dissuader alors d'aller sur Internet ou d'aller en Belgique? Qu'est-ce qui garantit que le problème ne se déplace pas, si je puis dire? Les clients restent clients sur Internet, donc s'ils peuvent être, victimes ou sanctionnés par une contravention dans la rue, ils sont sanctionnés par une contravention sur Internet. Et sur Internet, on a le même problème, c'est que les réseaux très très vite récupèrent les filles qui se présentent sur Internet. Et puis deuxièmement, ça va peut-être les faire réfléchir. Pardon, mais quand on va voir une fille prostituée qui a des bleus, qui est obligée d'être à moitié nue dans le bois de Vincennes, ça se passe chez nous. Ça se passe pas dans un pays du tiers-monde ou ailleurs, ça se passe chez nous. Qu'on n'aille pas nous parler de droits de l'homme à travers le monde, on laisse faire chez nous. On laisse complètement faire. Alors en tout cas, la proposition de loi est à l'étude à l'Assemblée. On va ouvrir jeudi une page... non, c'est non. On ouvre une page mémoire, jeudi, François Hollande qui donne le coup d'envoi des célébrations du centenaire de la guerre 14-18, discours à l'Élysée, pour réhabiliter les quelques 650 soldats fusillés parce qu'ils avaient déserté ou désobéi. Écoutez le chef de l'État. Certains furent condamnés de façon arbitraire et passés par les armes. 100 ans plus tard, il nous revient d'aborder dans un esprit de réconciliation cette douloureuse question des fusillés. Aujourd'hui, à mon tour, je souhaite au nom de la République qu'aucun des Français qui participèrent à cette mêlée furieuse ne soit oublié. C'est pourquoi je demande au ministre de la Défense qu'une place soit accordée à l'histoire des fusillés au musée de l'armée aux Invalides. Chantal Jouanneau, est-ce que ce genre de grand discours commémoratif, qui est important, bien sûr, mais autour de l'idée de la nation, est-ce qu'en période de crise aiguë comme celle que traverse la France actuellement, est-ce que ça peut ressouder justement la nation? Mais c'est plus que jamais. Parce que François Hollande, il compte bien sur cette mobilisation autour des commémorations de la Première Guerre mondiale. Voilà, ça n'empêche qu'il ne faut pas faire que ça. Mais, non, mais plus que jamais, on est quand même le pays qui a fait la terreur, qui a fait l'épuration, et effectivement, et qui a aussi abandonné les harkis en race campagne. Donc effectivement, le moment est à la réconciliation aujourd'hui. Le moment est à des signes positifs. C'est un point important qu'il ne faut pas minimiser. Donc vous voyez ça comme un signe positif. On va terminer, Chantal Jouanneau, comme chaque semaine, cette émission par le plus de l'hebdo, séquence culture politique, avec la sortie mercredi cette semaine du film de Bertrand Tavernier, Quai d'Orsay. Et je reprends. Et c'est Thierry Lhermitte qui campe, Dominique de Villepin impétueux, ministre des Affaires étrangères, notamment pendant la guerre d'Irak. Le film est adapté de la BD du même nom, entre comédie et politique. Le pitch avec Simon Barbary. J'ai rendez-vous avec le ministre. Voulez-vous patienter? Le ministre termine un entretien. Cette semaine sort dans les salles Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier. Comment ça va, camarade? Adapté de la bande dessinée d'Abel Lanzac et Christophe Blain, Thierry Lhermitte y incarne Alexandre Taillard de Worms, un ministre des Affaires étrangères bouillonnant d'énergie et inspiré de Dominique de Villepin. J'ai besoin d'une équipe, Arthur. Un commando. Des gens réactifs, toujours en mouvement, 24 heures sur 24. Le scénario, il était super bien écrit, les dialogues extrêmement riches et... donc en le travaillant, en discutant avec Bertrand, la gestuelle, elle vient juste appuyer le propos, quoi. Voilà. Mais comme le propos est particulier, du coup la gestuelle qui va avec est particulière aussi. Voilà. Légitimité, tac, 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 tac. Unité, tac, 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 tac. Efficacité, tchac, tchac, tchac. Sinon,
c'est la guerre. Une fiction au plus près de la réalité grâce à Abel Lanzac, alias Antonin Baudry, co-scénariste et ancien collaborateur de Dominique de Villepin au Quai d'Orsay. J'ai appris énormément de choses et on en apprend en plein dans le film parce que vraiment, entre la manière dont le cabinet se travaille, les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, voilà, il n'y a pas Internet et au ministère des Affaires étrangères. Tout ça, c'est dingue. Franchement, c'est extraordinaire d'apprendre tout ça. Ça va? Vous n'avez pas trop de travail? Vos femmes vont bien, les vacances, bonnes? Les RTT? Vous êtes en sur-régime, là. Attention, burn-out. Hein. Venez, Arthur. Et le Thierry Lhermitte citoyen a une vision très pragmatique de ce que devrait être l'exercice du pouvoir. Je suis impatient d'être copropriétaire de mon pays, comme les 60 millions d'habitants, et donc d'employer un syndic pour administrer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un syndic qui vient de exposer comment ils vont gérer. Puis je lui dis, on va prendre celui-là, combien il coûte, voilà, on va prendre celui-là. Voilà. Je vous confie ce qu'il y a de plus important, le langage. Je pense que les gouvernants dépassent très largement ce cadre-là. On entend des leçons de philosophie, de morale, toutes sortes de choses qui moi, ne m'intéressent pas. Je m'intéresse à la philosophie et à la morale, mais si je veux avoir une leçon de philosophie, je préfère lire un livre de philosophe. Et puis je ferais bien un bon syndic. Voilà, c'est ça qui m'irait, mais les gens en général ne cherchent pas ça. Non. Ils cherchent un leader, un guide, tout ça. Moi c'est le syndic. Ouais. Et pour une leçon d'humour et de politique, cette semaine, un seul film à voir, Quai d'Orsay. Le discours, monsieur le ministre. Merci, camarades. Voilà, alors c'est du cinéma, mais qui s'inspire en même temps de situations vécues. Vous qui connaissez bien les coulisses des cabinets ministériels, est-ce que c'est réaliste? Je n'ai pas vu le film, mais j'ai lu la BD. Évidemment. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir été les deux. C'est-à-dire que j'ai été plume et j'ai été ministre. Vous vous retrouvez dans les deux situations. Oui, alors je connais pas Dominique de Villepin, donc je ne vais pas comparer. Ouais. Mais c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai, c'est du vécu. Hein. C'est vraiment. Ça se passe comme ça dans les cabinets. Ça se passe comme ça, voilà. Avec les hommes de l'ombre, comme on les appelle. L'urgence, les coups tordus, les grands sourires. C'est très, oui. Les discours qu'on va mettre de côté en disant non, on m'a écrit un discours, mais comprenez tellement mauvais. Moi, je vais vous parler avec le cœur. C'est tellement vrai. Mais d'une façon générale, vous aimez regarder les films ou lire les livres qui retracent l'actualité politique. Il y a deux de vos collègues de l'ancien gouvernement qui ont sorti des livres récemment, Ramayad, Frédéric Mitterrand. Est-ce que ce genre de livre, vous les lisez ou pas? Ça vous intéresse? Alors globalement pas du tout, sauf si c'est sur le ton un peu justement de l'humour, de l'autodérision. Donc Frédéric Mitterrand, il est vraiment dans l'humour. Ouais. J'avais beaucoup aimé le livre de Camille Pascal parce que c'est pareil, c'est tellement vrai, c'est un peu dans l'autodérision. Après, sauf si c'est vraiment des livres qui vont être sur des terrains d'idées nouvelles, mais sinon, très honnêtement, je préfère la littérature française. Et vous irez voir le film. Merci beaucoup Chantal Joanneau d'avoir été notre invitée cette semaine. Merci Katia. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Très bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires et merci de votre fidélité.